Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce journal du mercredi 6 septembre. Voici les titres qui seront développés aujourd'hui. Il sera question du prince Albert II dans les pas de son trisaïeul cette semaine du côté de l'Atlantique. À Monaco, la rentrée a sonné pour les élèves de la nouvelle promotion de l'Institut de formation en soins infirmiers. Sport ensuite avec le shooting d'avant-saison de la Roca Team. Et puis place enfin à votre nouveau rendez-vous, l'invité du mercredi. Nous parlerons des enfants, des adolescents et même des parents avec la psychologue scolaire Caroline Samori-Pécou. Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, est donc en déplacement sur l'île de Madère dans le cadre de la première mission du Yersin pour les explorations de Monaco. Madère, un lieu très symbolique et lié à l'histoire de la principauté. La relation entre les deux pays fait d'ailleurs l'objet d'une exposition qui a été découverte sur place par le souverain. Le reportage réalisé là-bas par Émilie Rousseau et Sylvain Péroumal. Madère, archipel de près de 270 000 habitants, est une île extrêmement attrayante. Sa situation offre aux visiteurs une multitude d'activités partagées entre mer et montagne. Mais sous ses airs d'île touristique, Madère est un véritable laboratoire pour les chercheurs. Un prince a mis les richesses de cette île en exergue, le prince Albert Ier. Son travail est d'ailleurs à l'honneur ici au musée d'histoire naturelle de Funchal, à travers une exposition conçue notamment par les archives du Palais Princier et par l'Institut océanographique de Monaco. On y découvre les travaux scientifiques du prince navigateur, mais aussi la naissance d'une romance avec celle qui deviendra sa seconde épouse, la princesse Alice. Les liens qui unissent l'île de Madère avec le prince Albert Ier sont multiples, ils sont personnels, ils sont scientifiques. C'est une double histoire d'amour finalement, avec l'île pour sa végétation luxuriante, pour sa faune particulière. Et donc dès le départ, le prince Albert Ier a été séduit dès son premier voyage en 1879. Et c'est là qu'il fait la connaissance de celle qui va devenir sa seconde épouse, qui est alors duchesse de Richelieu et qui l'épousera en 1889, la princesse Alice. Lors de ses nombreuses navigations dans les eaux de Madère, le prince Albert Ier permet à l'archipel d'en savoir plus sur la faune et l'environnement naturel qui la compose. Dans ses malles, il n'hésite pas à emporter avec lui des instruments comme ce photométrographe qu'il testera pour la première fois dans une de ses explorations. Cet appareil permettait de mesurer l'intensité lumineuse à différentes profondeurs. Madère est comme un laboratoire de tout ce qu'il a pu faire pendant ses campagnes. Effectivement, nous retrouvons donc des instruments qui ont servi à faire des mesures physiques, des échantillonnages d'eau, des échantillonnages de fond, d'animaux, etc. Et donc on a toute la gamme et toute la variété des expériences qui sont menées à bord en Macaronésie. Au total, le prince Albert Ier mènera 6 campagnes scientifiques entre 1897 et 1912 dans cette zone de l'océan Atlantique. La ville de Funchal a décidé de rendre hommage à cette grande personnalité, un des pères fondateurs de l'océanographie moderne. Cette place portera désormais le nom de Place Albert Ier, en témoignage de l'implication scientifique du prince pour l'île de Madère. Autre information en lien toujours avec le chef d'État monégasque. Restons à l'étranger puisque le prince Albert II s'est rendu auparavant dans la péninsule ibérique. Le souverain a rencontré mardi le président du Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, au Palais national de Belém à Lisbonne. Ensemble, ils ont évoqué les relations entre les deux pays. Il a également été très largement question d'un sujet, celui de la protection de l'environnement et plus particulièrement des aires marines protégées. Plusieurs bacheliers qui ont choisi de suivre un cursus dans le domaine de la santé ont pris cette semaine le chemin de l'Institut de formation en soins infirmiers de la Principauté. Ils sont partis pour 3 ans d'études afin de devenir infirmiers ou infirmières. La nouvelle promotion a été présentée mercredi à la mi-journée. Dominique Poulain était sur place. Ce sont de futures infirmières ou de futurs infirmiers. Bac en poche ou titulaires du diplôme d'aide-soignant, ils viennent de faire leur rentrée à l'IFSI, l'Institut de formation aux soins infirmiers. Une rentrée qui s'est faite en présence, entre autres, de Didier Gammerdinger, le ministre des Affaires sociales et de la Santé.
Ils sont méritants. Ils sont méritants parce qu'il y avait 9000 candidats au départ, 3000 candidats reçus dans la région, c'est-à-dire un tiers seulement. Et la moitié des étudiants que nous recevons cette année sont classés dans les 100 premiers, ce qui est vraiment exceptionnel. Ils sont 30 étudiants dans cette classe, dont 9 garçons. C'est la première fois depuis 2003 qu'il y a autant de garçons dans cette filière. C'est une chance pour la profession d'infirmier, je pense. Je baignais en fait du côté familial dans le domaine médical et puis ça m'intéressait. La formation se déroule sur 3 ans. Elle a pour objectif de professionnaliser le parcours de l'étudiant afin qu'il devienne un praticien autonome, capable d'analyser toute situation de santé, de prendre des décisions et de mener des interventions seul ou en équipe. En général, nous en perdons, on va dire, entre 5 et 10% en cours de route. Certains se sont trompés de voie, ce qui est tout à fait acceptable, étant donné que c'est quand même pas n'importe quel métier qu'ils ont choisi. D'autres n'ont pas la force de travail nécessaire pour arriver au bout des 3 ans. La formation est construite par alternance. La théorie dans les locaux de l'IFSI et la pratique dans les hôpitaux, cliniques ou tout autre lieu de soins. J'ai toujours été attirée par le domaine du médical et du paramédical. Et j'aime bien tout ce qui est tourné vers l'autre et vers le soin, donc il n'y avait pas beaucoup de questions à se poser, c'était ça qui me plaisait. C'est un métier qui m'intéresse, qui s'ouvre vers les autres et qui apporte beaucoup sur le plan personnel mais aussi professionnel. Donc c'est un métier complet et dynamique. Pendant les 3 années de formation, les cours sont assurés par des cadres de santé qui ont, pour 90% d'entre eux, travaillé au CHPG. Mardi, les joueurs et le staff de l'AS Monaco Basket avaient rendez-vous salle Gaston Médecin au stade Louis II pour débuter une journée de shooting photo avant la reprise de la saison. Frédéric Hélion les a suivis un petit peu partout, comme vous allez pouvoir le découvrir dans ce reportage. C'est un rendez-vous attendu avec impatience par les supporters. Une petite parenthèse sympa pour les joueurs en pleine pré-saison. Les basketteurs de l'AS Monaco ont découvert leur nouvelle tenue pour la saison à venir, à l'occasion du traditionnel shooting photo officiel d'avant-saison. Réunis à la salle Gaston Médecin mardi matin, les Roca Boys et les membres du staff sont passés chacun leur tour devant l'objectif. Au programme, 15 minutes par personne en mode mannequin, avec une série de poses typiquement basket. Comme d'habitude, on doit faire un peu les acteurs et tout. Et des petits mannequins, ça va, c'est sympa. C'est un métier. Il faut savoir poser son corps au bon endroit, au bon moment. Il faut le faire. Après, c'est vrai que moi j'ai travaillé longtemps pour la télé et la radio, j'ai l'habitude de cet exercice. Donc bon, c'est pas gênant, ça dure 5 minutes, il n'y a pas de souci. Great. Like every year. C'était sympa comme chaque année, c'est un moment où on peut s'amuser avec les gars avant de démarrer la saison. C'est vraiment bien. That's good. Si certains ne prennent pas un plaisir fou à endosser ce costume de mannequin, d'autres sont beaucoup plus à l'aise dans l'exercice. Forcément, l'amiral, Amara, évidemment, c'est un garçon de médias, c'est un garçon qui porte l'image du club, tous les clubs où il a joué, et c'est sa façon d'être, et il n'y a pas de souci, il adore ça. Amara est un mec vraiment marrant, on voit qu'il apprécie ce genre de moment, c'est le meilleur pour ça. Après, je ne connais pas encore vraiment bien certaines recrues, mais tout le monde a une super mentalité dans le groupe. Lui, il est bon dans ça, il est bon, donc il va mieux s'en sortir que moi, je pense. L'après-midi, direction le théâtre du Fort Antoine pour une photo collective cette fois-ci. En fin de journée, retour à la salle Gaston Médecin avec une belle surprise pour les supporters qui ont pu passer un moment avec 2 joueurs, Amarassi et Sergueï Gladier. Place à présent à notre nouvelle rubrique, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, il s'agit de Caroline Samori-Pécou qui est psychologue scolaire. Et nous allons bien évidemment parler de la jeunesse. C'est d'ailleurs pour cela que nous avons choisi d'enregistrer cette séquence au cœur d'un jardin d'enfants. Alors Caroline, bonjour. Bonjour Sandrine. Et merci d'avoir accepté d'être avec nous, notre première invitée du mercredi, donc de ce mois-ci. C'est une nouvelle rubrique, je le disais, et nous allons avec vous forcément parler de la rentrée scolaire qui aura lieu en principauté dans quelques jours, le lundi 11 septembre. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous donner quelques conseils ou quelques clés à livrer à nos enfants et adolescents aussi, puisque vous êtes bien placés pour le savoir, les adolescents reprennent aussi le chemin des collèges et lycées à partir de ce lundi.
Oui, alors merci déjà pour votre invitation. En effet, on est à quelques jours d'une nouvelle rentrée. Alors la rentrée, moi j'ai envie surtout de souligner la notion de plaisir. Il faut que la rentrée scolaire soit un plaisir. Même si elle convoque beaucoup d'émotions, et du côté des parents, et du côté des enfants, et du côté des adolescents, il faut d'abord qu'elle soit marquée par le plaisir. Alors, de quel plaisir il s'agit? D'abord le plaisir de découvrir, le plaisir de grandir, parce que finalement qu'on soit en maternelle, qu'on débute en 3 ans, en primaire et puis dans le secondaire, au collège et au lycée, la rentrée, ça signifie je grandis, je m'autonomise et donc je mûris. Et ça doit être un processus qui doit provoquer du plaisir. Alors, ce plaisir peut être mélangé à des inquiétudes, à de l'anxiété, et du côté de l'enfant, de l'adolescent, et du côté des parents. Mais avant tout, il faut que ce soit un processus que la société, les parents accompagnent comme quelque chose qui soit positif. L'école aujourd'hui est fondamentale, d'autant plus que la société va vite. Et l'école, c'est avant tout un contact avec l'humain. Un contact avec l'humain où va se construire un savoir, mais va se construire aussi une personnalité. On se construit au travers des relations aux autres, relations aux adultes, mais pas seulement les parents, relations aussi à la société. Et la société, c'est d'abord l'école, et l'école, c'est le relationnel, et c'est le contact entre les enfants, entre les adolescents, tout au long de leur vie. On considère aussi l'école, je pense, comme une médiation, c'est-à-dire c'est un lieu de transition entre le monde de l'enfance, le cercle, le cocon familial, et puis la vie d'adulte qui est dans la société, qui est une vie qui va être difficile, mais que l'enfant va pouvoir, que l'adulte va pouvoir appréhender à partir du moment où il a traversé toutes ces étapes. Donc c'est des étapes qui sont fondamentales. Et puis le deuxième point que je voudrais souligner, l'école est d'autant plus fondamentale aujourd'hui que la société va très vite et que le savoir, eh bien, on peut l'avoir partout. C'est-à-dire qu'on allume l'ordinateur et on est dans un vaste univers où on a accès à tout. Cette accessibilité, paradoxalement, elle peut être angoissante. Angoissante parce qu'il y a du trop. Et l'école, c'est un lieu structurant. Structurant parce qu'au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant, jusqu'à la préadolescence et enfin l'adolescence, cette structuration, elle est mise en place par le système scolaire, par l'éducation. Et elle est très importante parce qu'elle est cadrée. Et quand on est cadré, on est rassuré. Ça, c'est ce que les adolescents revendiquent. On veut que tout explose, mais en même temps, le paradoxe, c'est qu'ils ont besoin d'être cadrés. Ils ont envie de confort aussi, ils ont besoin de pouvoir limites. Retrouver leur marque. Voilà. Donc l'important, c'est que l'école va limiter. Limiter, cadrer, permettre à l'enfant aussi d'être confronté à des choses très importantes, la frustration, la privation, toutes ces notions qui sont fondamentales pour qu'il devienne un adulte mature et un adulte heureux. Et surtout un adulte sécure. Parce que quand on se construit grâce aux autres, quand on sort du système confortable dans lequel on a grandi, dans lequel on a été protégé, parce que c'est nécessaire jusqu'à 3 ans, et bien là, on s'aperçoit qu'on peut vivre sans les parents, qu'on peut fonctionner sans eux. Et ça, c'est un plaisir. Ça doit rester une force, un plaisir que le parent doit valoriser. Le parent doit dire, tu dois être fier de toi d'aller à l'école. Le parent doit accompagner l'enfant en étant fier de lui parce qu'il arrive à se séparer. Ça n'exclut pas qu'on a des émotions. Il ne faut pas culpabiliser les parents en disant, il ne faut pas pleurer à la rentrée. Vous avez le droit de pleurer. Les mamans, les papas ont le droit de pleurer, ils ont le droit d'exprimer leurs émotions. Mais vous me rassurez là, vous savez. Parce que c'est émouvant de voir son enfant grandir. Mais parce qu'il grandit et parce qu'on le laisse grandir, on le laisse vivre. On le laisse se séparer, on le laisse s'individualiser, on le laisse se différencier. Et l'école va lui apprendre qu'il y en a d'autres que lui. Il va lui apprendre la différence, il va lui apprendre l'acceptation des différences. On a la chance à Monaco d'avoir un nombre de nationalités très important. Oui, une centaine. On a des différences culturelles, mais on a aussi des différences de religion. Toutes ces différences-là, c'est aussi accepter qu'on n'est pas unique, qu'on n'a pas une seule manière de penser. Donc c'est une ouverture extraordinaire vers le monde. Cette ouverture-là, on ne peut pas l'avoir devant soi, devant son ordinateur, à chercher des connaissances et à faire des recherches. Certes, elles sont immenses et on a cette chance-là, mais elle est limitée et elle n'est pas humaine. Donc l'école, c'est un lieu humain. C'est un lieu où on va aussi s'humaniser, où on va vivre aussi des choses difficiles, mais on va pouvoir aussi dépasser. Qui vont nous servir. Voilà, des choses difficiles qui vont nous servir. Qui vont nous aider. Et finalement, donc, axé sur cette notion de plaisir qui n'est pas automatiquement et tout le temps associée aux vacances. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à dire à nos enfants « Ah super, c'est les vacances, 2 mois s'ouvrent devant toi ». Mais l'école, comme vous le disiez, peut être aussi réellement synonyme de plaisir. Oui, et moi j'ai envie de dire qu'on apprécie les vacances parce qu'il y a l'école. C'est vrai. Si on était tout le temps en vacances, on n'aurait aucun plaisir. C'est l'alternance entre l'effort et le réconfort,
entre le travail et l'absence de travail qui fait que la dimension que le plaisir peut prendre forme. Il n'y aurait pas de plaisir s'il n'y avait pas de souffrance, s'il n'y avait pas d'effort, s'il n'y avait pas une difficulté, une confrontation à la réalité. La réalité nous permet de pouvoir grandir, de pouvoir apprendre et surtout de construire, on va dire, des capacités internes pour apprendre après à fonctionner de manière de plus en plus autonome. Et c'est ça qui est important. Alors vous avez commencé à amorcer la deuxième question que j'allais vous poser en parlant des parents. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux parents à 3-4 jours de la rentrée ? Alors, les parents, d'une manière générale, et j'en fais partie, on est constamment dans une position de culpabilité. Oui. On en fait trop, on n'en fait pas assez, on travaille trop, on ne travaille pas assez, on aime trop nos enfants, on ne les aime pas assez. Alors, déjà, de déculpabiliser les parents, ça serait important. De leur permettre, pour certains qui sont en difficulté, d'avoir accès à l'aide. D'accord. On a besoin aujourd'hui, parce que la société va très vite et les parents sont des fois dépassés par la rapidité. Nos adolescents vont plus vite que nous. On sait que dans plein de domaines, ils vont être plus rapides, plus compétents. Donc on perd l'emprise, si pour peu on avait une emprise sur eux, mais on perd ce sentiment de pouvoir peut-être les protéger. Ce n'est qu'à moitié vrai. Si on garde confiance dans ce qu'on peut leur transmettre, quels que soient nos âges, même s'ils n'ont pas connu les cabines téléphoniques, même si nous n'avons pas connu le portable, nous avons fonctionné dans des mondes différents, c'est pas pour autant qu'on en perd nos capacités à être de bons parents. Et capacité à être de bons parents, c'est transmettre des valeurs, c'est être à l'écoute de nos enfants, c'est demander de l'aide quand on se sent nous-mêmes dépassés. Ne pas hésiter en tout cas. Ne pas hésiter. On a la chance à Monaco d'avoir une qualité de prise en charge qui est merveilleuse. Dans chaque établissement scolaire, vous avez une infirmière à temps plein, vous avez une assistante sociale, vous avez une psychologue, vous avez des conseillers d'orientation dans le secondaire. On est aidé pour pouvoir justement se résoudre et grandir et s'autonomiser. Ce n'est pas des lieux où on régresse, c'est des lieux où on progresse. Donc cette démarche, c'est une démarche qu'il faut vraiment valoriser comme étant une démarche saine. Quand on demande de l'aide, c'est qu'on se remet en question et c'est qu'on est prêt à s'améliorer. Donc ça, c'est très important de le souligner. Et les parents, d'essayer de les culpabiliser le moins. Les parents parfaits n'existent pas. Winnicott était le premier à évoquer qu'une maman doit être une maman suffisamment bonne, c'est-à-dire qu'elle n'est ni parfaite, ni nulle, elle est entre deux, elle fait ce qu'elle peut. Et ce qui est important, c'est qu'elle assume ce qu'elle est et que de temps en temps, elle tente de s'améliorer si elle fait mal, mais surtout qu'elle ne se mette pas une pression permanente d'être dans le sentiment de mal faire. Parce qu'il faut rassurer un enfant en étant soi-même bien. Si les parents amènent l'enfant à la rentrée, même avec de l'émotion, mais en lui disant qu'il est content, qu'il est fier, que lui ou elle, après, va faire quelque chose qui lui fait plaisir, tout ce climat fait que chacun trouve sa place. Si on a une maman ou un papa déchiré qui dépose son enfant en larmes, qui se sent meurtri parce qu'il abandonne, qui n'arrive pas à le lâcher, qui se sent vide parce que l'enfant n'est plus là, même si c'est des sentiments qui peuvent nous traverser à tous parents, il faut arriver à dépasser ça et montrer à l'enfant que chacun est à sa place. Et c'est comme ça qu'on évolue bien. Et c'est comme ça qu'on a le plaisir de se retrouver le soir et du coup de se transmettre, de se raconter tout ce qu'on a. Voilà, de parler de cette journée qui vient d'avoir lieu. Voilà. Et de pouvoir partager ces moments-là. J'ai entendu, je voulais vous en parler il y a quelques jours. Alors je crois que c'était dans l'émission Les Maternelles, qui est justement une émission consacrée aux enfants et aux mamans donc, sur France 5. Alors je crois que c'était une éducatrice mais franco-américaine qui a les deux nationalités et qui disait moi quelque chose qui me frappe souvent en Europe, c'est qu'on dit, ou en tout cas dans plusieurs pays, aux enfants quand on les amène à l'école, travaille bien. Et elle disait moi j'ai toujours dit à mon fils quand je le déposais à l'école le matin, amuse-toi bien. Et ça ne l'a pas empêché de faire Harvard. Donc ça m'a un petit peu frappé. Effectivement, ça rejoint un peu ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'il faut que le parent se sente aussi peut-être détendu pour créer un bon climat autour de l'enfant. Qu'il valorise l'enfant dans ce qu'il sait faire et non pas dans ce qu'il ne sait pas faire. Qu'il rassure l'enfant dans ses capacités. L'école est faite pour progresser. On n'arrive pas sur un terrain où on est bon, on arrive sur un terrain où on apprend. Et apprendre, c'est se tromper, c'est recommencer, c'est se retromper et c'est accepter tout ça dans un climat où on se sent sécure dans la possibilité de prendre son temps et de pouvoir ne pas se comparer systématiquement aux autres en se disant que c'est un passage qui va nous apprendre à maturer sur certains plans, mais ça ne fait pas tout non plus. Et essayer justement de se détendre et de pouvoir vivre ça comme quelque chose de positif et pas de quelque chose de difficile et d'insurmontable, c'est sûr. Quelle est la place justement que joue le rôle dans la vie d'un enfant? Parce que c'est vrai que la vie est longue, mais voilà, l'école et le collège et lycée aussi, j'entends, sont associés aux enfants pendant au moins 18 à
à 20 ans quasiment. Oui, je crois que chaque étape est une étape, encore une fois, de constitution de l'identité, de qui je suis, comment j'évolue, comment je rentre en relation avec les autres. C'est des liens aussi. Les adolescents, quand on les questionne, eh bien les pères PAIRS, c'est-à-dire les copains, sont fondamentaux. Ils passent bien avant les parents. On écoute les pères, on met en question évidemment et on est en opposition avec les injonctions parentales, mais par contre, ce qui devient fondamental, c'est les amis. Et souvent, vous les entendez vous dire, moi je rentre pour voir mes amis, mais pas pour étudier, mais pour voir mes amis. Mais peu importe, l'idée c'est qu'il y ait de la pulsion de vie, l'idée c'est qu'il y ait de l'envie, qu'il y ait du lien. Parce qu'après, par identification, eh bien, on se régule et on intègre et on comprend. Puis il peut y avoir de très belles rencontres avec certains enseignants aussi. Il peut y avoir la rencontre avec le savoir, qui peut être quelque chose aussi qui peut ouvrir énormément de voies. On apprend à se connaître à travers l'école. On apprend aussi à connaître ses forces et ses fragilités. Mais on en a tous. L'idée, c'est pas de faire des héros, c'est pas de faire des élèves avec bac mention très bien, c'est juste d'arriver à ce que chacun puisse se sentir à l'aise dans un domaine où il a l'impression, il se valorise, il a l'impression de pouvoir avoir des assises sur lesquelles il va pouvoir compter pour la suite. Alors ce que moi je trouve par contre un petit peu préoccupant aujourd'hui, c'est que beaucoup d'enfants ont peur de grandir. Parce qu'on est dans une société qui peut être un petit peu préoccupante parfois. Alors le rôle aussi que j'ai envie de transmettre aux parents, c'est d'essayer d'être le plus rassurant possible. C'est-à-dire que certes, on a peut-être des informations qui sont des fois inquiétantes sur l'avenir. Il ne faut jamais oublier que chaque enfant doit se construire dans l'espoir et dans le rêve. Il faut avoir des parents qui espèrent et qui rêvent. Et qui se disent que pour leurs enfants, même si c'est difficile, ils y arriveront et ils auront les moyens parce qu'on leur aura donné beaucoup de choses, beaucoup d'amour, beaucoup de confiance, puis des constructions différentes, on les aura valorisés sur ce qu'ils savent faire et personne ne sait tout faire. Il y a certains qui sont forts dans un domaine, d'autres qui sont forts dans d'autres domaines et d'arriver à valoriser les domaines où on est compétent, c'est arriver à faire des adultes adaptés, des adultes qui seront heureux. Donc il faut les pousser à ne pas être inquiets de devenir adultes. Parce que je crois que c'est un petit peu ça qui en ce moment ressort dans oui, c'est vrai que même le contexte international est de plus en plus anxiogène. Il y avait, le XXe siècle a été marqué, on le sait, par de nombreux drames, mais le début de ce siècle que nous vivons a été d'ores et déjà marqué par les attentats, par des événements très malheureux, qui sont entre guillemets aussi à la portée, vous le disiez, des enfants et des adolescents, parce que maintenant avec les nouvelles technologies et les chaînes d'infos en continu, un enfant de 6-7 ans a déjà notion de ce qui peut se passer en Syrie ou même ailleurs. C'est vrai qu'il y a une forme de banalisation de la violence aujourd'hui. Il y a aussi une incompréhension sur cette forme-là de violence. On ne peut pas dire qu'on pouvait comprendre les guerres précédentes, mais cette forme-là de violence, elle est particulièrement préoccupante et troublante parce qu'on n'arrive pas à donner du sens et c'est très difficile. Et aussi bien les adultes donc, que les enfants, on a du mal à parler de quelque chose dont on n'arrive pas à donner du sens. C'est ça qui est difficile. Pour autant, il faut continuer, alors justement, ce qui ne tue pas rend plus fort. Je crois que ce qu'il faut arriver à leur faire passer comme message, c'est soyez de plus en plus solidaires, attachez-vous à des valeurs fortes, rassemblez-vous, faites du bien autour de vous, essayez de contrer cette espèce d'insécurité par quelque chose qui soit au contraire, paradoxalement, beaucoup plus sécure entre vous. Serrons-nous les coudes, soyons solidaires, réunissons-nous, créons du lien pour qu'on puisse justement se sentir appartenant à un monde qui est moins violent et qui est moins cruel que ce qu'il veut nous faire entendre. Bah écoutez, ce sont de jolis termes, termes d'espoir et d'esprit positif qui vont donc clore cet entretien. Merci beaucoup. J'allais vous dire bonne rentrée, aussi bien sur le plan professionnel que personnel, parce que je sais que vous avez deux filles qui vont donc reprendre le chemin du collège. Et on va se quitter avec un rendez-vous très intéressant, puisque le lundi 11 septembre, eh bien, nous voulons tous savoir s'il fera soleil ou s'il va pleuvoir. Donc je vous laisse avec Patricia Navarro qui va tout nous dire sur les prévisions météo des jours à venir. Merci encore Caroline. Merci Sandrine. Le soleil sera partiellement caché par les nuages. Ce jeudi, le ciel sera passagèrement menaçant dans l'après-midi avec un léger risque d'averse. Vent faible à modéré, mais des températures toujours agréables. Vendredi, un peu de pluie dans la nuit, temps redevenant assez ensoleillé dans la journée, modérément chaud. Samedi, détérioration du temps avec des nuages de plus en plus nombreux en cours de journée ramenant la pluie. Les températures seront en baisse, comprises entre 20 degrés au lever du jour et 23 dans l'après-midi. Dimanche, temps assez beau, léger risque d'averse cependant en cours d'après-midi. Les températures seront proches des normales saisonnières.
Lundi, bon moment de soleil assez chaud et quelques nuages sans pluie. Enfin, mardi, du beau temps. Voilà pour vos prévisions météo. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Prochain rendez-vous avec l'actualité jeudi dès 19h. À très bientôt.